Bonjour. Aujourd'hui, Passepartout. Il avait toujours eu un certain talent pour s'adapter, pas seulement au climat ou aux coutumes locales, bien qu'il ait su, au besoin, porter un poncho sans rire ou manger un pudding au sang sans sourciller, mais surtout aux circonstances, qu'elles soient cocasses, improbables ou carrément catastrophiques. Passepartout n'était pas né pour une vie sédentaire. Il avait vu le jour à Paris, dans un appartement qui donnait sur une cour grise, au-dessus d'une rôtisserie qui avait l'odeur constante d'un canard trop confiant. Son père, modeste réparateur de pantoufles orthopédiques, rêvait pour lui d'une vie droite, stable et propre. Sa mère, ancienne trapéziste, reconvertie en sage-femme de quartier, rêvait de le voir un jour tenir en équilibre sur ses principes, mais n'en espérait pas trop. Dès l'enfance, Passepartout se révéla incapable de rester en place. Il disparaissait des bancs de l'école pour réapparaître dans la loge d'un dompteur de puces ou derrière les rideaux d'un théâtre de marionnettes. À 12 ans, il s'était fait passer pour le fils d'un ambassadeur afin d'assister à un dîner officiel. À 13, il avait brièvement tenu le rôle de l'arrière-train d'un cheval dans un cirque ambulant, ce qui lui valut une fracture de la dignité qu'il porta longtemps avec panache. Les métiers s'étaient enchaînés, il fut successivement groom dans un hôtel où l'on parlait plus de dettes que de tourisme, figurant dans un opéra napolitain, dont il ne comprenait pas un mot mais chantait en bouche fermée avec conviction, puis portier dans une maison douteuse, très réputée pour son absence de clients respectables. Cette dernière expérience lui valut une connaissance aussi inattendue qu'approfondie des parfums synthétiques et des horaires nocturnes. Plus tard, il devint coiffeur sur un paquebot allemand. Il n'avait jamais coiffé personne auparavant, mais il compensait son incompétence par une politesse désarmante et une habileté à faire oublier aux passagers qu'ils étaient devenus asymétriques. Lors d'une tempête particulièrement violente, il improvisa un sauvetage en chantant une berceuse hongroise à un chien hystérique, tout en guidant une vieille duchesse vers une chaloupe. Cela lui valut une médaille du capitaine et une invitation à dîner avec le gouverneur de Macao. En cours de route, il perdit et la médaille et l'invitation. Les années suivantes furent floues à dessein. Il exerça des fonctions vagues et éphémères dans divers coins du globe, toujours avec l'élégance d'un homme qui semble être là par hasard, mais qui sait très bien où se trouvent les issues de secours. Il fut tour à tour crieur public à Budapest, gardien de nuit dans un musée d'ossements préhistoriques, assistant d'un illusionniste espagnol borgne, jusqu'à ce qu'il devienne allergique à la fumée et aux lapins, puis imitateur de chants d'oiseaux dans un parc zoologique expérimental à Stockholm, un poste dont la seule exigence était de ne pas effrayer les autruches. Un de ses emplois les plus mémorables fut celui de maître d'hôtel chez un diplomate belge en exil, dont la fortune reposait intégralement sur des mines de guano et des placements douteux. Passepartout y apprit l'art de servir un thé sans éclabousser, et celui, plus délicat encore, de sourire avec respect tout en démentant poliment une déclaration politique absurde. Il conserva de cette époque un sens aigu du protocole, une passion soudaine pour les gants blancs et une aversion tenace pour les salières en argent. Mais malgré ses efforts sincères pour mener une vie honnête et paisible, le destin, ou peut-être sa propre propension à se mêler de ce qui ne le regardait pas, le précipitait toujours ailleurs. À Marseille, il fut brièvement suspecté d'espionnage parce qu'il savait plier un drapeau de 8 façons différentes. À Anvers, il fut contraint de fuir à la nage après avoir accidentellement allumé un feu d'artifice à l'intérieur d'un entrepôt de verre soufflé. C'est à cette époque qu'il se promit de chercher un emploi simple, tranquille et sans surprise, une devise qu'il inscrivit en haut de son carnet de voyage, juste au-dessus de la liste des métiers qu'il ne voulait plus exercer. Y figuraient entre autres dompteur d'ours, professeur de tango et testeur de hamac en conditions extrêmes. Londres, pensa-t-il alors, serait le lieu idéal pour poser enfin ses valises. Une ville sérieuse, brumeuse et pleine de messieurs chronométrés. Rien de plus rassurant.
Il y débarqua un matin de brouillard, vêtu d'une redingote élimée mais d'un optimisme rajeuni. Après quelques tentatives infructueuses, on ne voulait pas de valet ayant reçu une formation en lancer de couteau, il tomba sur une annonce singulière. Recherche domestique ponctuelle, discret, honnête, goût pour la régularité exigée. Référence inutile si le regard inspire confiance. Adresse Savile Row, numéro 7. Il plia l'annonce avec un soin inhabituel, se recoiffa à l'aide du reflet d'une vitrine embuée et se présenta chez M. Phileas Fogg. Ils se reconnurent pour s'être brièvement rencontrés lors d'un dîner où Phileas était un invité et Passepartout un serveur. À l'instant précis où il franchit le seuil de cette maison sobre, Passepartout avait en tête un seul souhait, que rien ne bouge. Il ignorait encore que bouger, c'était exactement ce que son nouveau maître exigerait, mais à la seconde près, et autour du globe en 80 jours. Depuis, il avait beaucoup couru, transpiré, menti avec élégance, chevauché des éléphants rétifs, joué aux cartes et appris à cuire un œuf sur un feu de bouse. Mais au fond de lui, malgré les trains manqués, les tempêtes, les arrestations injustes et les princesses indiennes en détresse, il persistait dans l'idée que sa vie, en fin de compte, manquait encore d'un peu de piquant. Car Passepartout, même épuisé, savait une chose. Les existences bien rangées ne font jamais de bons souvenirs. Et lui, manifestement, il était fait pour la mémoire.